à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Arfis pour cette une deuxième émission qui sera consacrée à l'e-sport. Mais alors, qu'est-ce que cela vous évoque, l'e-sport? De quoi s'agit-il? J'imagine que si je vous pose cette question, vous ne serez pas très nombreux à pouvoir me répondre. Et nous allons tenter de remédier à cela grâce à cette émission que nous avons intitulée Press Start. Elle débute tout de suite. L'e-sport est en pleine expansion et risque fortement de devenir d'ici quelques années une discipline à part entière. Nous allons tenter de répondre à deux questions dans cette émission. Déjà, la plus importante, qu'est-ce que l'e-sport? Et également, quel est le lien entre l'e-sport et les métiers de l'audiovisuel? Alors, pour répondre à ces deux questions, nous aurons trois invités avec nous aujourd'hui. Le premier, il s'agira d'Hugo Poisblanc. Alors, avec lui, on parlera de l'évolution de l'e-sport au fil des années. Puis nous recevrons ensuite Valentin Lormeau, et lui, il nous parlera justement de ce lien entre e-sport et métier de l'audiovisuel. Et en toute fin d'émission, on accueillera un étudiant de l'Arfis. Il s'agit de Thomas Repelin, et il est aussi joueur de haut niveau dans l'e-sport. Comme ce matin, surtout, n'hésitez pas à nous regarder en live sur YouTube et sur Facebook, et surtout à interagir avec nous. Posez-nous vos questions. Une d'entre elles sera retenue et posée à nos invités en fin d'émission. Donc n'hésitez pas, on passe tout de suite à la première partie de notre émission. Alors nous allons accueillir notre premier invité. Il est bénévole au pôle communication au sein de l'association Lyon e-sport. Alors Lyon e-sport, il nous en parlera beaucoup. C'est un événement emblématique dans le jeu vidéo. Merci d'accueillir Hugo Poisblanc. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hugo Poisblanc, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je vais vous présenter à nouveau. Vous êtes au sein de l'association Lyon e-sport depuis maintenant 5 ans. À peu près. Vous participez à l'organisation d'événements comme la Lyon e-sport, donc, qui a eu lieu il y a tout juste un mois. Et vous êtes également fan de jeux vidéo, puisque vous jouez aux jeux vidéo depuis 20 ans. Bonne vingtaine d'années, ouais. Donc, facilement. Je pense que vous êtes le meilleur client pour nous répondre. On attend une réponse à cette question. Qu'est-ce que le e-sport? Alors, pour faire une définition assez simple, on va partir du principe que le jeu vidéo, c'est quelque chose que tout le monde peut jouer sur son canapé, etc. Il y a un moment ou un autre où le jeu vidéo peut devenir compétitif quand on va s'affronter avec des amis. L'e-sport, c'est ça en fait. L'e-sport, c'est le jeu vidéo compétitif. Et après, il peut s'exercer de plein de manières différentes. Est-ce que quand on joue avec son ami sur le canapé et qu'on essaye de le battre, on peut parler d'e-sport? Pourquoi pas? C'est plutôt la dimension, on va dire, un peu sportive du jeu vidéo, où on va avoir des joueurs qui vont s'affronter en ligne, parfois en équipe, parfois seuls. Et voilà, c'est tout cet écosystème autour du jeu vidéo compétitif, en fait, l'e-sport. Et quand est-ce que cette folie, ce phénomène mondial a démarré? Ça fait c'est ça, fin des années 90, ça existe depuis un bon moment. On est quand même sur quelque chose qui a été démocratisé en fait à partir du moment où on pouvait connecter des ordinateurs ensemble. Donc les joueurs jouaient par exemple dans des garages ou dans des salles des fêtes ou ce genre de choses. Et petit à petit, ça a évolué, ça s'est professionnalisé si on peut dire, tout simplement parce qu'en fait les plateformes de diffusion ont commencé à permettre de diffuser les compétitions. Avant, c'était bien, il y avait le joueur qui était le meilleur joueur de sa salle des fêtes. Sauf que maintenant, il peut être diffusé sur YouTube. C'était déjà quelque chose. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut diffuser ça sur YouTube ou sur Twitch, qui est une plateforme de diffusion qui est apparue à peu près en 2014. Et du coup, maintenant, on peut diffuser les finales des compétitions. Donc, on fait de l'audience, etc. Et ça, maintenant, ça fait en sorte que c'est de plus en plus connu et de plus en plus suivi aussi, quoi. Mais comment ça fonctionne exactement, alors, les compétitions d'e-sport? C'est comme un match de football? Alors oui, il y a des règles, c'est un jeu, donc à la base, c'est un jeu. Après, il y a des règles, parfois c'est en équipe, parfois c'est seul. L'objectif, c'est d'être meilleur que son adversaire et d'aller le battre. Peu importe le type de jeu, peu importe le type de support, ça peut être sur PC, sur console, sur mobile. Et à partir de ce moment-là, après...
c'est que le meilleur gagne en fait. Et donc du coup, il y en a certains qui s'affrontent que sur Internet, donc online, ou alors certains au sein d'événements, ce qu'on va appeler des compétitions offline. Et c'est par exemple ce qu'on fait au sein de l'association Lyon eSport, où on organise une compétition qui est 100% offline. Offline, d'accord. Et après, on peut aller donc à l'Altony Garnier, on peut aller... Ouais, voilà, très bon. On peut se retrouver dans des salles des fêtes. Il y a des petits événements, il y en a des un peu plus gros. Ça dépend un peu de l'envergure et aussi de l'historique qu'ils ont. Et certains sont des événements au niveau mondial avec des très grandes scènes, etc. Ça a surtout démarré en Corée, c'est ça? Ouais, c'est surtout eux qui l'ont démocratisé dans le sens où ils ont très vite pris ce créneau-là parce qu'en Corée, c'est très démocratisé le jeu vidéo. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé avec quelque chose d'assez... ça a vite pris le dessus, en fait. Et aujourd'hui, un samedi après-midi, par exemple, ou un samedi soir en prime time, vous allez avoir des compétitions de jeux vidéo et vous n'allez pas avoir des compétitions de foot ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Et en France, on en est où? Alors en France, ça commence petit à petit. Vous allez avoir beaucoup d'événements, comme par exemple celui de la Lyon eSport, qui réunissent un peu la communauté. Il va y en avoir à peu près 3 ou 4 par an. Et ensuite, vous avez à la télé, c'est un peu plus frileux. Il y a quelques chaînes de télé qui ont essayé petit à petit de faire des choses, mais ça reste quand même assez frileux. Et on espère que ça va évoluer parce que nous aujourd'hui, on se débrouille avec Internet, mais l'idée, la télé a quand même ce facteur grand public que nous on essaye d'obtenir au fur et à mesure et on espère que ça va arriver, quoi. On a beaucoup de joueurs professionnels en France? Je dirais qu'on en a à peu près une centaine qui vont être des joueurs qui vont être rémunérés, qui vont vraiment en vivre, qui sont généralement au sein d'équipes qui sont sponsorisées. Donc du coup, ces équipes vont, en affichant les sponsors sur les maillots, ce genre de choses, vont pouvoir rémunérer ensuite les joueurs pour leur performance. Les récompenses qu'ils gagnent dans les compétitions leur appartiennent. Généralement, les équipes ne prennent pas de part sur ces parties-là parce que c'est vraiment de la performance pure. Donc on peut voir un peu ça comme une prime ou ce genre de choses. Et c'est-à-dire, il y a beaucoup d'argent en jeu et ces joueurs professionnels, ils gagnent quoi? Encore une fois, ça dépend des niveaux de compétition, mais vous allez avoir effectivement certaines compétitions qui vont permettre de gagner quelques goodies, des casques, des claviers, des souris, ce genre de choses. Là, au départ, et puis... Ça reste, c'était beaucoup le modèle d'avant, le modèle qu'on va dire amateur. Maintenant, les compétitions se professionnalisent effectivement et on va avoir parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros à remporter. Comme c'était le cas sur la Lyon eSport, on avait 55 000 euros au total entre 3 tournois. D'accord, ça c'est incroyable. Et donc vous organisez la Lyon eSport, donc c'est un des événements les plus populaires en France. Il y a eu la 12e édition le mois dernier. Est-ce qu'il y a eu une évolution particulière? Alors j'imagine en termes de nombre de joueurs, mais aussi du coup de spectateurs. Oui, bien sûr. En fait, faut comprendre qu'à la base, c'était une compétition dont on parlait au début, donc un peu dans une salle des fêtes. Ça se faisait plutôt dans les salles de classe, où on réunissait des passionnés d'un jeu et on les faisait tous jouer à un moment ou à un autre autour d'une compétition pour savoir quel allait être le meilleur joueur en fait sur ce jeu-là en France ou du moins localement. Et petit à petit, ça a évolué. Après, on a pu commencer à avoir justement la possibilité de diffuser les parties. Donc, on a créé des petites scènes avec des commentateurs qui commentaient les parties pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Comme les commentateurs de foot. Exactement. Suite à ça, une fois que cette base-là a été faite, on est parti plutôt sur une évolution basée sur les scènes, vraiment sur créer vraiment une grosse scène, une scénographie sur lesquelles les joueurs maintenant allaient jouer. Avant, on ne faisait que rediffuser ce qui se passait sur leur point de vue. Maintenant, on les fait jouer sur scène et les commentateurs sont au milieu de tout ça. Et maintenant, on sent que l'évolution, elle va vraiment vers l'audiovisuel pur. Où, maintenant qu'on a des très jolies scènes, il faut savoir les capter, il faut savoir les rediffuser. On a besoin de caméra, on a besoin de voilà, exactement. Donc du coup, tout ça a évolué au fur et à mesure des éditions, avec toujours comme base le joueur et le tournoi. Et maintenant, on se retrouve sur un événement qui ramène énormément de monde. Ouais. Si vous aviez une qualité à donner pour un bon joueur d'e-sport, c'est quoi la qualité qu'il faut avoir? La persévérance, ouais, clairement. Clairement, il faut qu'il puisse se dire je vais peut-être jouer 12 heures par jour et espérer être recruté, sachant que sur 100 joueurs, il y en a un qui est repéré, pas plus. Donc au final, c'est comme le sport traditionnel au final, où on peut être le meilleur joueur de son quartier, puis de son club, puis de sa ville, etc. Au bout d'un moment, il n'y en a qu'un seul qui va être pris, qui va être recruté. Il faut être vraiment le meilleur. Donc, on va regarder un petit sujet, mais avant, je tiens à vous rappeler, surtout n'hésitez pas à interagir avec nous, à nous poser vos questions grâce au hashtag ArfisJPO 2019. Une des questions sera sélectionnée et posée à Hugo, d'ailleurs, à la fin de l'émission. Nos étudiants à l'Arfis sont allés tourner une interview au Meltdown. Alors, vous devez connaître, j'imagine, le Meltdown. C'est un bar e-sport à Lyon qui met à disposition tout type de jeux vidéo confondus. Et ils sont allés à la rencontre d'une étudiante, surtout Victoria.
Victoria Palombo. C'est une joueuse professionnelle et on découvre tout de suite son quotidien. Traveling to Mumbai. Prepare your defense. Was. Attackers incoming. Defend objective A. Je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans, ça va faire 3 ans que je joue à Overwatch depuis la bêta. Je passe de 9h du matin à 18h30 le temps de rentrer chez moi en fait au boulot. Après je rentre, je m'accorde 45 minutes de pause, où genre je me douche, je mange tout ça, je me pose. Et après direct c'est warm-up et entraînement 6 soirs sur 7. Alors faut savoir que j'ai commencé Overwatch dans une équipe féminine. Comme toute nana, je pense que j'ai été confrontée à beaucoup de sexisme en fait dans le milieu. J'ai été confrontée plusieurs fois à des gens qui ont annulé mes try-outs en fait dans des équipes quand ils apprenaient que j'étais une fille en fait parce qu'ils considéraient que je n'avais pas le niveau, sans me tester. Donc j'espère sincèrement que ça va évoluer et que les gens vont se rendre compte que qu'on est capable autant que les mecs de faire des bons résultats quoi. Ça me fait rire en fait, les gens qui disent ouais mais de toute façon c'est pas du sport, tu bouges juste 2 doigts et puis ton poignet et puis c'est bon quoi. C'est juste des entraînements intensifs, c'est un objectif sur du haut niveau. C'est de l'investissement, c'est des sacrifices à faire. Et donc j'espère sincèrement que la scène e-sportive va se développer et que les gens vont prendre conscience que les gens qui jouent aux jeux vidéo sont là aussi pour faire de la compétition et qui peuvent être considérés en tant que sportifs. Victory. Alors on est toujours avec Hugo sur le plateau. C'est impressionnant ces images. Moi je m'en remets pas. Ça fait plusieurs fois que je vois le sujet et je me dis incroyable. J'ai envie de revenir sur 2 choses que nous dit Victoria. Elle nous parle de sexisme. Quelle est la place de la femme dans l'e-sport? J'imagine que c'est pas facile pour elle. Alors, si on parle plutôt des personnes qui organisent, ceux qui produisent, etc., on a quand même finalement pas mal de femmes qui sont dans les milieux de la production événementielle ou audiovisuelle ou ce genre de choses. Sur le devant de la scène, donc du coup les joueurs, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Pour une raison qui est totalement bête, parce qu'une joueuse de jeux vidéo, quand elle est derrière son écran, elle peut être meilleure qu'un joueur de jeux vidéo. Ça pose de problème à personne. Le problème, c'est dès que elle est sur le devant de la scène. Là, ça pose des problèmes à beaucoup de personnes. C'est des insultes sur les réseaux sociaux. C'est mais de toute façon, t'es là parce qu'on t'a aidé à jouer, etc. C'était pas toi derrière l'ordinateur, etc. Donc tout ce qu'on peut imaginer. Oh, on en est là bien comme il faut. Allez-y les filles. Alors, et donc du coup, on a quand même des initiatives qui se passent sur des équipes qui vont se lancer en 100% féminine ou ce genre de choses, histoire de moins supporter cette pression-là. Et là où au final on retrouve le plus de filles qui sortent du lot, c'est sur les jeux en 1 contre 1, parce que là, il n'y a pas de notion d'équipe, il n'y a pas besoin de faire d'équipe mixte ou quelque chose comme ça. Et c'est une fille va être meilleure que tous les autres. Et voilà, là, il n'y a rien à dire en fait. Donc, il y a une autre petite phrase qui a retenu mon attention. Elle dit on me dit que c'est pas du sport, il y a juste à appuyer sur 3 touches. C'est du sport, c'est pas du sport? En termes de performance, en termes d'entraînement, tout ça, c'est du sport, clairement. Ça, c'est, le sport, les échecs, par exemple, sont considérés comme du sport, bien officiellement. Sûr. Donc, si les compétitions de jeux vidéo ne le sont pas, c'est qu'il y a un souci. Après, il y a quand même beaucoup de différences entre un sport traditionnel qu'on peut faire en club avec une fédération, etc. De dépenses, mais en tout cas, oui, aussi en termes de dépenses physiques. Mais en tout cas, voilà, il y a une même concentration, une même évolution de la performance. Toutes ces choses-là sont très très similaires au sport. Ouais. D'accord. Comment vous voyez l'avenir de l'e-sport? Ça va grossir encore? C'est un phénomène de mode? Ça va s'épuiser? On va jouer encore plus? On va avoir des stades pleins comme en Corée, là, sur la vidéo? On n'ira pas forcément, ou du moins pas tout de suite, à un engouement aussi fort que la Corée. Après, ça dépend aussi des investissements qui sont faits. C'est un milieu culturel, ça c'est indéniable.
c'est quelque chose qui est en train d'exploser. C'est un sport pour certains, c'est un divertissement pour d'autres, c'est un métier pour encore d'autres personnes. Donc on est quand même sur un milieu qui est en train d'exploser et qui fait des audiences qui se rapprochent des plus gros sports. Donc à partir de ce moment-là, le curling fait beaucoup moins d'audience, par exemple, que les compétitions d'e-sport. Donc à partir de ce moment-là, les marques continuent à s'y intéresser. Bien sûr. Et au-delà de l'e-sport, il y a aussi le jeu vidéo en général qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. L'ampleur aussi. Donc du coup, la composante sportive va prendre de l'ampleur. Et donc du coup, je pense qu'on a promis quand même un assez bon avenir. À l'avenir. Ok, Ouais. bon, on verra ça. Merci beaucoup Hugo Avec d'avoir plaisir. répondu à nos questions. Alors on vous retrouve en fin d'émission, justement Très pour la bien. question des internautes pour le moment web. Au fil des années, des événements e-sportifs de plus en plus ambitieux voient le jour. La captation audiovisuelle se renouvelle peu à peu en se tournant vers la diffusion en direct sur le net, qu'on appelle aussi streaming. Nous allons accueillir donc un deuxième invité pour parler de cette diffusion en streaming. Alors, il est directeur technique et fondateur de la société Gozulting, une société qui est justement spécialisée dans la production d'événements e-sport. Merci d'accueillir Valentin Lormeau. Bonjour Valentin. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour parler d'e-sport. Alors, on y voit déjà plus clair. On va continuer On de a s'éclairer défriché avec déjà, vous, ouais. mais on a déjà défriché quand même pas mal. Donc vous êtes fondateur de la société Gozulting. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme société? Alors dites-nous-en un petit peu plus. Tout simplement, nous sommes une boîte de production audiovisuelle comme on en trouve des centaines en France. Sauf que nous, effectivement, on se spécialise essentiellement dans les jeux vidéo et particulièrement dans la production d'événements e-sport. Dans la captation, mais également la production de l'événement en lui-même. Vous avez flairé le bon plan alors, Ouais, parce que là ça doit être en train d'exploser pour vous. ça va très bien. C'est vrai que je ne vais pas le cacher, effectivement. Mais voilà, c'est un métier passion. On est à la base 4 passionnés de jeux vidéo déjà. Et ensuite de compétition, de sport électronique, e-sport. Qu'est-ce qui vous a attiré alors dans l'e-sport? Qu'est-ce qui vous a excité tout de suite? Alors personnellement, c'était le côté captation vidéo. Moi, j'aime beaucoup l'aspect effectivement, les images, pouvoir diffuser en fait. Et puis la production sportive à la base m'intéressait déjà beaucoup. Mais il y a quelque chose qu'on a récupéré avec la captation web dans l'e-sport, c'est la proximité avec le public en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très riche finalement. Il y a un lien parce que les gens peuvent réagir en temps réel, il y a un chat, il y a un échange, ils discutent tous entre eux dans une espèce de grande salle de discussion. Et puis c'était en fait un moyen aussi pour moi de démocratiser le jeu vidéo, de le rendre plus populaire, de le sortir de son loisir, de cette espèce d'image de gars enfermés chez eux, qui sortent pas, qui communiquent avec personne, alors qu'en fait maintenant on remplit des stades. On constitue des équipes, des gens se rencontrent, des gens se marient grâce à des jeux vidéo. Enfin, c'est beau. Il y a une vraie communauté en fait qui est en train de naître et ça c'est ça grâce à vous en fait, grâce à ceux qui commencent à diffuser sur le net. Parce qu'avant effectivement vous le disiez très bien, ça se passait derrière son écran, on était un peu tout seul et là en fait c'est la diffusion, le streaming qui a tout changé. Bah effectivement, oui et non, parce que avant le streaming, les gens se réunissaient déjà, je pense notamment au LAN, où il y a 100, 200 personnes qui Il y se avait des réunissaient. salles Voilà. entières en réseau. Voilà, il y avait des tournois de jeux vidéo et tout. Mais là, effectivement, c'est un moyen de montrer au grand public que voilà, le jeu vidéo en fait, se développe de manière exponentielle. Et c'est là qu'on intervient, nous, effectivement, parce qu'on capture en fait, des émotions, on fait du storytelling et on est finalement au cœur de l'action. Et c'est ça qu'on veut vraiment retransmettre au public. C'est ça demande beaucoup d'organisation, ça ne doit pas être simple comme mise en place. Eh ben, en fait, très honnêtement, je pense qu'on n'est pas très loin d'une boîte de production TV, puisqu'on est finalement dans des mécaniques qui ressemblent assez au sport. Hein. Nous, on a des athlètes, des joueurs. Il va falloir qu'on montre leurs émotions, mais ensuite, on doit également montrer la performance en elle-même. Donc, effectivement, c'est là où ça diffère un peu du sport. C'est qu'il va falloir montrer des Dans images du jeu. l'écran Voilà. et en regarder le joueur en même temps. Exactement, donc du coup ça fait des réalisations qui sont parfois très très dynamiques, très soutenues. Enfin, par exemple quand on se retrouve avec des jeux où il y a 100 joueurs en simultané, il faut trouver la bonne action au bon moment. C'est ça, il faut combien de caméras? C'est un défi fantastique. Voilà, vu que c'est, on a l'avantage dans le jeu vidéo d'avoir ce qu'on appelle un mode d'observation, où on a une caméra qui se déplace virtuellement dans toute la zone de jeu, qui peut s'attarder sur tel joueur. Mais après ça, sur le plateau, on doit capturer le joueur dont on a déjà le point de vue dans le jeu. Donc on a des cadreurs volants, des caméras tourelles, et c'est souvent des dispositifs qui sont très très lourds, finalement. Même parfois même plus lourds que des gros concerts américains ou des gros shows.
Incroyable. Mais finalement, avec des moyens en plus qui sont pas du tout à la même énorme, hauteur, en fait, non, complètement. Au final, d'accord. Très bien. Justement, nous, à l'école, à l'Arfis, nous avons un joueur donc de très bon niveau. Il est en 3e année, en tout cas, de la filière Digital Media. Il aurait aimé se lancer professionnellement dans l'e-sport. Peut-être que ça lui arrivera. Il est encore jeune. Et il est notamment célèbre grâce au jeu League of Legends. Nous accueillons tout de suite Thomas Replin. Bonjour Thomas, bonjour champion alors, c'est comme ça qu'il faut t'appeler, champion? Non, ça Pas ira. encore. Pas encore. Pas encore, alors ça fait 3 ans que tu participes à des compétitions e-sport, Yes. dans des événements d'ailleurs tels que la Lyon e-sport, dont on a parlé tout à l'heure, et tu tiens une chaîne aussi pédagogique concernant le jeu League of Legends, et tu donnes tes conseils aux débutants sous le pseudonyme de Ice. Yes. Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Quel a été ton parcours pour en arriver là? Qu'est-ce que ça a été mon parcours? Disons que j'ai beaucoup regardé de streams, de compétitions, ça me plaisait. J'aime bien me confronter aux autres joueurs. Depuis tout petit, déjà, la plupart des jeux que je fais, c'est des jeux joueur contre joueur. Donc ça m'a vraiment poussé à aller dans l'e-sport. Après, la pédagogie, je sais pas, j'aime bien parler aux gens, faire du social. Donc aider les nouveaux joueurs qui comprennent pas forcément le jeu de la même manière que toi, les aider à progresser, ça me paraît assez intéressant. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que du coup, j'essaie d'imaginer. Tu es sur ton jeu, toi? Ouais, je sur suis ton sur mon ordinateur jeu, donc c'est sur Twitch, donc comme on l'a dit, Ok. du streaming, interaction avec les viewers qui est du coup plutôt forte. Mhm. S'ils ont des questions, j'ai un autre écran à côté, je peux y répondre. Et disons que quand je joue, j'essaie d'expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose pour que la personne comprenne et puisse meilleure. réappliquer Tes ça conseils. dans ses parties en fait. Voilà. D'accord. Et toi, tu aimerais être professionnel? C'est possible? Oui, disons que c'est très compliqué. C'est pas sur ce genre de jeu en fait, c'est pas tant le niveau qui importe, c'est trouver une équipe qui est stable parce qu'on va dire que ça disbande beaucoup en semi-pro. Donc l'équipe se disloque. Il faut une équipe alors, tu peux pas jouer si t'es tout seul? C'est ça. Il y a certains jeux en 1 contre 1, moi c'est un jeu 5 contre 5, donc il faut forcément une équipe. Après, donc oui, j'aimerais bien en vivre. Après, si c'est pas possible, pourquoi pas essayer de faire du streaming plus professionnellement ou alors bosser dans le jeu vidéo. Toutes les possibilités sont. Tu passes ça combien va. d'heures par jour? Par jour. Par nuit, peut-être? Par jour. Peut-être plus par 27 heures par jour. Non, je Ah rigole. ouais, là c'est compliqué Non, quand même. non, J'ai essayé de calculer. Non, ça 27 dépend, heures. j'adapte mon temps de jeu. En fait, je pense que c'est important d'avoir un rythme de vie à côté, de sortir, de pas faire que ça, de faire du sport à côté. Donc en fait, ça varie de, je sais pas, 5 heures à 9 heures le week-end, en fait, quand j'ai rien à faire. Donc voilà, c'est très variable. Après, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, j'ai entendu, s'il faut de la persévérance, un vrai ça veut dire qu'il faut jouer à mort pour percer dans le milieu, je suis Faut prêt à le faire. accepter l'échec aussi, quoi. Oui, voilà, il faut ses accepter plans, l'échec, c'est très important, ça Comme aussi. dans tous les sports, en fait. Exactement, ouais. C'est fatigant, quand même. C'est fatigant, Et très puis- fatigant mentalement, ouais. Après, j'ai fait des tournois à Paris, c'est fatigant un peu physiquement aussi, parce qu'il faut se déplacer, tout ça, tu dors pas beaucoup. Mais c'est surtout le mental qui est mis à rude épreuve, et disons que, voilà, pour faire un contraste avec le sport, en fait, le sport, des fois, on va te demander beaucoup de capacité physique, là, on va te demander de prendre plein de facteurs en même temps, en fait, Ouais. et donc voilà, on peut le voir sur des jeux, sur StarCraft 2, par exemple, il y a des mecs qui sont pas de quoi capables tu de parles. faire, c'est un jeu, en gros, en 1 contre 1, et il y a des mecs qui sont capables de faire 700 actions par minute, en fait, différentes, donc c'est... On n'a pas le même cerveau, je Quand pense, on voit le truc, effectivement. c'est assez incroyable. Ouais. D'accord, très bien. Toi, tu es en filière digital média, donc Exact. à côté de cette belle carrière de joueur presque professionnel. Ouais. Pourquoi tu as choisi cette filière? Disons qu'à la base, j'étais en classe préparatoire scientifique, je me faisais tartiner le cerveau pendant 2 ans en fait, et j'en ai eu marre. Et il y a un pote en école d'audiovisuel, il m'a dit vas-y tente ça. Et j'ai vu qu'il y a l'Arfis qui ouvrait une filière e-sport, streaming, digital media, quoi, tous les nouveaux médias. Je me suis dit génial, Génial, c'est ce que tu Faut fais y aller. déjà, toi. faut Donc, y aller. Donc voilà, et je me suis dit vas-y, c'est mes centres d'intérêt, let's go. D'accord. Donc ton avenir, tu le vois plutôt comment? J'essaie de pas trop voir voir l'avenir. mon avenir en fait. Oh, c'est stressant. Retourner vers l'avenir quand même, mais on se laisse porter un peu. Voilà. D'accord, très bien. Mais merci infiniment à tous les deux d'être venus sur notre plateau De rien. pour nous Avec parler plaisir. d'e-sport et des métiers de l'audiovisuel donc qui vont autour. Merci parce que ça nous a beaucoup éclairé. Alors Valentin, restez avec nous car nous passons maintenant à la toute dernière partie de notre émission et Hugo Poisblanc va nous rejoindre tout de suite après. Merci
Merci Hugo de nous avoir rejoints à nouveau. Alors il y a une semaine, on a diffusé un petit sondage sur les réseaux sociaux et on a posé une question. On a posé cette question-là. Combien de personnes ont regardé la finale des championnats du monde du jeu League of Legends en 2018 ? Beaucoup trop. Alors, du coup, plus d'une 50% des gens sur les réseaux sociaux ont répondu 20 millions. Est-ce que ça vous semble juste ? Ça vous semble très 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 loin de la réalité ? Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, Valentin ? Ça dépend si c'est selon les organisateurs ou selon la police. Voilà. C'est vrai que les chiffres Il y a 2 écoles, bien évidemment. Mais on a quelques problèmes en ce moment avec les chiffres, parce qu'on a souvent des chiffres énormes qui sortent notamment du marché asiatique et qui sont difficilement vérifiables. 20 millions, ça me paraît peut-être pas suffisant pour les finales des Worlds. Ouais. Mais les chiffres que j'ai vus ne correspondent pas non plus, à mon avis, à la réalité, donc c'est difficile à dire. D'accord. Hugo, un petit avis ? C'est le même constat, en fait. On est sur une audience dans les pays asiatiques, et notamment en Chine, qui est démesurée. Mais quand on dit démesurée, c'est qu'à l'échelle d'un pays de 1,7 milliard d'habitants à peu près, quand il y a une petite compétition, elle fait 50 millions de spectateurs. Donc c'est démesuré. Si on exclut cette audience, et c'est généralement ce qui se fait quand les stats officielles sortent, c'est qu'il y a les stats mondiales et il y a les stats hors marché asiatique ou hors Chine. Et je pense qu'on est à peu près sur... en tout cas, en cumulé, ça fait beaucoup plus que 20 millions. Ça fait peut-être pas effectivement les chiffres qu'on a vus passer. Moi j'ai vrais chiffres, et effectivement on était très très loin de la réponse, vous avez raison, puisque la finale a avoisiné les 99,6 millions, donc les 100 millions quasiment de spectateurs. Ça vous paraît beaucoup plus logique ? Pas incohérent. Pas fou. Pas incohérent. Pas incohérent par rapport... Ça reste des chiffres très respectables, surtout pour une pratique qui est en pleine progression et qui est finalement assez jeune. Après, oui, je pense que ça reste quand même un beau score dans l'absolu pour le jeu vidéo et l'e-sport. D'accord, vous pensez que ça va continuer sur cette lancée ? Oui, très clairement. On est dans un marché en fait qui est en progression. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on a une espèce de bulle avec des acteurs qui veulent faire grossir et qui n'ont pas vraiment de vision long-termiste. Donc ils flambent beaucoup et on risque la récession, et on a eu plusieurs déjà. Ouais. Mais dans l'absolu, les chiffres progressent. Il faudrait qu'il y ait une fédération qui se mette en place, qui soit un peu plus officielle, comme une FIFA pour les jeux vidéo. Pas forcément une fédération. Au-delà de tout ça, c'est vraiment... faut comprendre que c'est vraiment l'éditeur de jeux vidéo qui va porter son jeu et qui va en faire, s'il le souhaite, un e-sport ou pas. Ou son jeu va devenir un e-sport plutôt amateur, mais sans forcément être poussé, on va dire, au niveau professionnel. Il faut surtout que les éditeurs comprennent que c'est une audience, que c'est une façon aussi de médiatiser son jeu, qui est une autre façon que la publicité classique ou ce genre de choses. Et il y a beaucoup de personnes, et c'est nous ce qu'on essaye de faire en tant que créateur d'événements, qui viennent voir du jeu vidéo, mais qui ne jouent pas forcément. D'accord. Et donc du coup, par l'e-sport, comme en fait la finale de la Coupe du Monde de foot, qui a réuni 15 millions de téléspectateurs en France, il n'y a pas 15 millions de personnes qui jouent au foot, loin de là. C'est un peu le même principe. Donc l'audience va grandir. L'audience est là en plus et elle attend du vrai contenu. Par contre, il faut que les éditeurs se mettent un peu la main. Alors on a une dernière question pour vous. C'est une question qui a été posée par un internaute. Alors c'est Mathilde qui nous demande: est-ce que certains joueurs e-sportifs arrivent à vivre de leur statut professionnel ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc oui, il y en a qui peuvent. Il y en a qui en vivent même très très bien, puisqu'on a des joueurs du jeu Counter-Strike qui ont des salaires qui vont tourner entre 20 000 et 30 000 euros par mois, par exemple. Ça va, c'est correct. Oui, ça va, je pense qu'on peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Hors résultat de compétition. Ça va, tout va bien, ils sont bien, on va pas les plaindre. Une petite prime de 100 000 euros si jamais on gagne la compétition et tout ça, donc on peut bien s'en sortir. Ouais. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous parler d'e-sport sur ce plateau. On a découvert quelque chose j'imagine, très peu de gens connaissent. Merci aussi du coup à nos invités encore une fois. Merci aux étudiants qui ont préparé cette émission. Merci à nos spectateurs. Et on se retrouve demain matin à 11h30 pour une nouvelle émission. Alors cette fois-ci, ce sera le sujet de la distribution. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci, à demain.